Bonjour et bienvenue à l'émission En Dialogue. J'ai pour invité Michel Weber, philosophe belge et auteur du livre Covid 1984. Bonjour Monsieur Weber. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter au public? Vous êtes philosophe. Question intéressante. Oui. Je vais répondre et pas répondre, si vous voulez bien. C'est-à-dire qu'en effet, si on veut simplifier, on peut dire en effet que je suis philosophe de formation, c'est-à-dire que j'ai soutenu une thèse en philosophie. Je suis philosophe d'inclination, c'est-à-dire que j'ai publié une 50aine de livres, une centaine d'articles dits scientifiques et traitant de questions de philosophie, philosophie des sciences, philosophie de la psychiatrie, etc., philosophie politique. Et enfin, je suis philosophe de profession, c'est-à-dire professeur de philosophie. Mais c'est une réponse dont il faut se méfier, me semble-t-il. Parce qu'il faut éviter de présenter les intervenants, surtout à l'heure actuelle, comme étant des experts. Et donc, moi, ce que j'essaie de faire, c'est de m'exprimer au nom et à partir du sens commun, du bon sens. Et donc, ce que je vais dire, je l'espère, sera audible par tout le monde et ne fera jamais que réveiller un pressentiment, ne fera jamais qu'articuler un pressentiment, quelque chose que tout un chacun peut constater, partager, comprendre. Voilà, donc l'idée du sens commun pour moi est essentielle. Évidemment, les thèses que je développe ou les arguments que je propose sont légèrement sophistiqués à cause de ma formation, parce que j'ai une certaine perspective historique sur l'histoire des idées, l'histoire des faits, etc., bien sûr. Mais fondamentalement, il faut éviter de présenter les gens, me semble-t-il, c'est pas une critique, sous l'angle de l'expert, et ce d'autant moins que la philosophie n'est pas et ne peut pas être une expertise. Le philosophe n'a aucune expertise à proprement parler. C'est ce qui fait d'ailleurs sa spécificité, c'est ce qui permet de comprendre pourquoi il peut se prononcer sur les expertises d'autrui. Mais si je le comprends bien et je parle de philosophe, vous êtes philosophe processuel. Vous pouvez juste expliquer ce terme processuel, ce que ça veut dire. Et puis ensuite, voir philosophe, ça me fait penser à penseur et ça me fait penser aussi à intellectuel. Donc il y a 3 termes différents. Voilà, ça fait beaucoup. Oui. Vous êtes philosophe processuel. Qu'est-ce que c'est un philosophe Philosophie du processus, tout à fait. Mais alors il y a autre chose que je voulais rajouter, c'est que cette affaire du sens commun est très importante parce que lorsqu'on présente quelqu'un comme étant un expert, le spectateur ou l'auditeur aura tendance à croire, eh bien voilà, je vais encore être soumis à une série de thèses qui vont être articulées de manière excessivement complexe et auxquelles je vais devoir souscrire ou pas souscrire. Alors que le travail philosophique, me semble-t-il, est différent. Il s'agit de susciter l'autonomie, il s'agit de susciter la pensée, il s'agit de libérer les gens des jougs, notamment à l'heure actuelle, le joug médiatique est très embarrassant. Et donc, Kant dira, il s'agit de leur permettre d'accéder à la majorité. Il s'agit de libérer les gens, de les aider à croître, de les accompagner dans la croissance de leur pensée, si vous voulez. Donc, pour toutes ces raisons, donc c'est important de faire attention en tout cas personnellement, je fais très attention lorsque je me présente de telle ou telle manière. Maintenant, en effet, j'ai beaucoup travaillé sur la philosophie du processus, qu'on appelle aussi philosophie organique, philosophie de l'événement, etc., principalement sur l'œuvre d'Alfred North Whitehead, qui est né en 1861 et qui est décédé en 1947, et donc qui était un philosophe, à la base c'était un algébriste, et puis au fil des ans, il s'est intéressé à tous les domaines de la pensée de son époque. Donc il a commencé par l'algèbre, la logique, et puis pour finir, il a proposé une théologie très proche de la chrétienté, mais pas loin non plus du monothéisme chrétien, mais pas loin non plus du bouddhisme, par exemple. Et donc voilà, première chose. Alors deuxième chose, qu'est-ce que cette affaire de philosophie du processus, philosophie de l'événement ? Eh bien, il s'agit simplement de comprendre, simplement façon de parler, il s'agit de comprendre le monde non pas à partir de substances stables, susceptibles de se mouvoir ou de changer, mais le mouvement et le changement, en pareil cas, seront toujours accidentels. Il s'agit au contraire de concevoir que tout ce qui nous apparaît comme étant stable est en fait le produit
l'effet de surface de toute une série de processus internes, si on veut. Bon, ça c'est le concept de processus. C'est le concept faible, si on veut. Le concept fort sera de penser le monde sur le mode de la création, de la recréation, de la co-création permanente. Donc d'un mouvement, d'un changement. Non, c'est plus loin. C'est beaucoup plus profond que la question du simple mouvement, du simple changement. La création, ça veut dire que le monde est recréé à chaque instant. On trouve cette idée chez les bouddhistes, par exemple. Chez les chrétiens, Descartes en parle à un moment donné. Chez les bouddhistes, c'est la... pratitya samutpada, peut-on dire. Et donc l'idée, c'est que chaque acteur, tout ce qui existe, contribue à la co-création du monde. Et donc, encore une fois, il n'y a pas de substance, il n'y a pas de... le concept, c'est le concept de substance. Il n'y a pas de socle stable qui ne change qu'accidentellement. Au contraire, ou alors on peut dire l'événement, l'accident est ce qu'il y a de fondamental. Mais ça veut dire qu'il y a un déterminisme dans ce processus, ou c'est l'autre situation qu'on peut aussi avoir une influence sur ce changement? Parce que cette idée peut faire peur aussi. Oui, bien sûr. Non. Donc là, on peut comprendre qu'il y ait un certain déterminisme, en effet, mais fondamentalement, ça veut dire que tout est possible. Tout est possible. S'il y a le concept que Whitehead utilise, c'est le concept de créativité. Fondamentalement, et si on simplifie, donc c'est l'idée de la créativité qui structure vraiment le réel. Mais donc, s'il faut penser sérieusement ce à quoi correspond la créativité, ça veut dire que l'impossible est certain, si on veut. Ça veut dire qu'on ne sait pas du tout ce qui va advenir. Ici, pour notre entretien, par exemple, c'est très local, évidemment, mais on ne sait pas exactement, je ne sais pas les questions que vous allez me poser, vous ne savez pas comment je vais répondre, et je ne sais d'ailleurs même pas moi-même comment je vais répondre. Absolument. Ouais. Bon, donc voilà, Bergson explique ça très bien également. Chez William James, ça se trouve aussi. Mais donc cette idée est très importante, parce qu'à partir du moment où on adopte une philosophie du processus ou une philosophie de la créativité, de l'événement, ça permet d'ouvrir énormément de portes. Alors, la première porte, c'est celle qu'on peut ouvrir en psychothérapie, par exemple, parce que souvent, les personnes qui vont consulter pour une plainte, quelle qu'elle soit, ont l'impression qu'elles sont sur des rails et que rien ne viendra, ne pourra venir changer. Pas d'espoir, bien sûr. Voilà. Ouais. Alors que, du point de vue de cette philosophie événementielle ou processuelle, l'impossible est certain, si on veut exagérer, quoi. Bon, alors ça c'est un exemple. Mais un autre exemple qui est peut-être encore plus contemporain, c'est celui de la philosophie politique, évidemment. Il y a rien de plus aléatoire et rien de plus volatile qu'une réalité politique. Et donc, là, pour prendre un exemple, pour particulariser cet exemple que je propose, à l'heure actuelle, avec l'événement coronavirus, là, qui a à peu près 1 an, on est dans une crise que je qualifierais de globale et de systémique. Et donc c'est une crise majeure, c'est une crise profonde, c'est une crise qui, à mon sens, est sans précédent dans l'histoire de l'humanité, pour plein de raisons qu'on peut éventuellement évoquer. Et donc c'est un moment d'instabilité. Et dans ce moment d'instabilité, le pouvoir des différents acteurs va pouvoir influencer, évidemment, mais on ne sait pas du tout ce qui va se passer demain. Alors là, on est sur une trajectoire qui est totalitariste et fasciste. La situation est clairement, est extrêmement préoccupante. Sans pouvoir dire ce qui va se passer. Mais voilà, mais ça ne veut pas dire que tout est plié. Ça ne veut pas dire que tout est plié. Si je considérais personnellement, ma foi, que l'affaire est réglée et que là, on a somme toute un entretien simplement pour le plaisir de se rencontrer, et voilà, non, pas du tout. L'idée de celui ou de celle qui cherche à faire avancer une thèse optimiste ou une ouverture, c'est justement de dire il est possible d'infléchir cette trajectoire, il est possible, avec l'aide évidemment de la communauté, si les gens peuvent se réveiller, prendre conscience de ce qui se passe, eh bien, il est bien clair que la trajectoire sera infléchie. Donc l'approche processuelle peut être regardée comme un moyen de
recevoir cette autonomité. Autonomie. Voilà, autonomie. C'est très clairement un moyen de s'autonomiser, un moyen de croire en la possibilité de créer son propre futur et le futur que nous allons partager. Hein, on peut dire ça. Est-ce que j'ai répondu maintenant à toutes les questions? Bien, j'en ai perdu. Vous avez utilisé le terme penser. Et ça me fait penser aussi aux penseurs. Parce que là, ça fait quelques mois que j'étais au musée de Rodin. On a visité le parti Le Penseur de Rodin. Donc, comment décrire le concept de pensée, le penseur? Parce qu'un philosophe, on parle de penseur, et à côté aussi l'idée d'intellectuel. Donc, peut-être expliquer pour vous, qu'est-ce que c'est un penseur? Je dirais que le philosophe est un penseur par définition. Un intellectuel, par contre, ce sera quelqu'un qui travaille, qui a une expertise, qui nécessite un travail intellectuel. Donc, c'est quoi un intellectuel? Je sais pas, un journaliste est une sorte d'intellectuel, je suppose. Bon, voilà. Donc là, moi, j'utilise pas du tout le terme d'intellectuel. Je suis tout à fait prêt à comprendre le travail du philosophe comme étant celui du penseur. Et donc, penser, ça veut dire, je dirais, agir en homme libre. Donc, ça veut dire que je choisis les faits avec lesquels je vais travailler, je choisis la méthode que je vais appliquer, et je vois quelles conclusions je tire. Hein? Et donc, tout doit être discutable, évidemment. C'est ça la particularité, c'est-à-dire que le choix des faits peut être débattu. Par exemple, si ce matin j'ai vu un éléphant rose dans ma salle de bain, on peut débattre du fait que, tiens, c'est peut-être pas vraiment significatif du point de vue de la perception du monde pour les gens en règle générale. Mais bon, donc, on part de faits, on regarde quelle méthode appliquer. En général, c'est une méthode de généralisation, justement. Donc on va voir ce qu'on peut extraire de ces faits, de cette perception. Et alors, on accepte les conclusions qui sont tirées. Étant entendu que tout ça est susceptible d'être débattu. Alors je vais m'exprimer complémentairement ou bien légèrement différemment en disant qu'à mon sens, le travail philosophique, c'est celui qui consiste à arpenter, Kant disait ça, à arpenter le domaine de la raison. Qu'est-ce qui est pensable et à quel prix? Lorsqu'on utilise des concepts, les expliquer aussi. Il faut les expliquer, mais il s'agit toujours d'abstraction. Et abstraire, ça veut dire qu'on choisit l'une ou l'autre caractéristique d'un fait ou d'un événement complexe, et pour les besoins de l'exposé, de l'expérience, de l'argument, on considère que ces caractéristiques définissent complètement le fait en question. Donc il y a toujours il y a un pari, et donc il faut que l'abstraction soit raisonnable. Mais, donc ce que dira Whitehead, par exemple, Whitehead dit « seek simplicity and distrust it », donc ça veut dire on est obligé, pour penser, pour communiquer entre nous, on est obligé d'utiliser des abstractions, de simplifier notre expérience, mais il ne faut jamais oublier le prix à payer pour cette simplification. Ça c'est une seconde remarque. Et la troisième remarque, évidemment, qui est également importante, et qui se rapporte d'ailleurs à ce que j'ai dit d'entrée de jeu, en signalant qu'il faut éviter de présenter le philosophe comme étant un expert, etc. Donc l'idée, c'est de dépasser son expérience personnelle. Et donc là, chez les Grecs, l'affaire est tout de suite très claire. C'est la différence entre la doxa et l'épistémé. C'est la différence entre « il me semble que », dokeimoi, disent-ils, et « je sais ». Et le savoir. Et donc, mon expérience personnelle en tant qu'elle est justement personnelle, en tant qu'elle est intime, en gros, ça n'a pas grand intérêt pour mes contemporains, à moins qu'il ne s'agisse de mes proches. Mais si je peux... Non, une seconde, sinon je ne vais pas m'y retrouver. Pardon. Donc, mon expérience personnelle, mon expérience intime, ce que je ressens, mes affects, etc., ou bien les particularités de mon existence, ma trajectoire individuelle, mes expériences, mes accidents, mais tout ce qu'on veut,
ça a une importance pour moi, mais si je veux en parler, il va falloir que je dépersonnalise l'événement, afin que ça parle à d'autres. Hein, parce que pleurnicher simplement sur le fait que mon petit chat est mort ou ma grand-mère, etc., ça n'a aucun intérêt. Hein. Et donc, le travail philosophique, le travail du penseur, c'est justement un travail de généralisation, une quête de l'universel qui permet de rencontrer tout un chacun. Et donc, encore une conséquence subsidiaire, dès qu'on présente quelqu'un avec ses particularités, donc par exemple, ici dans mon cas, c'est un vieux mâle blanc, hétérosexuel, etc. Bon, et qu'on considère que ce qu'il raconte doit être compris à partir de ses spécificités, ça veut dire ou bien que le bonhomme raconte n'importe quoi, ou bien que l'auditeur ne veut rien entendre. Hein. Et donc l'idée, c'est de s'exprimer en tant qu'individu, en tant qu'être humain, évidemment, et de manière à ce que ce soit audible par une jeune femelle noire, par exemple, homosexuelle pour la circonstance, hein, pour caricaturer, quoi. Hein. Donc là, il doit y avoir un souci de l'universel, et ce souci de l'universel, c'est pas simplement quelque chose qui est purement abstrait, théorique, scientifique, parce qu'il se cristallise également dans l'idée du bien commun. Et donc toutes ces caractéristiques font que le pari grec sur la philosophie est également un pari sur la démocratie. Hein. Et donc le fait que sur la place du marché, les citoyens peuvent se rassembler et discuter des questions politiques à partir de leur expérience, certes, mais avec cette visée qui est universelle et qui est scellée par l'idée d'un bien commun. Je ne parle pas en mon nom, strictement en mon nom, mais voilà mon point de vue sur ce qui me semblerait bon pour la communauté. Parce qu'on fait tous partie de la même famille, si on veut. Évidemment, à l'époque, les cités étaient beaucoup plus petites, 12 000 citoyens peut-être. Et donc, ici, à l'heure actuelle, c'est devenu difficile. Mais la visée doit rester la même. La visée doit rester la même. Et si vous avez voyagé, ou si vous voyagez, ou quiconque voyage, on se rend très facilement compte, lorsqu'on rencontre les gens, quelle que soit leur culture, quelle que soit leur spécificité, on retrouve cette humanité, on retrouve cette bonne volonté, me semble-t-il, en règle générale, fondamentalement parlant, pour peu, évidemment, que les interlocuteurs soient ancrés dans une culture. Là, on pourrait définir le truc, hein. Mais si on a affaire à quelqu'un qui n'a pas de culture, qui est comme une tomate hors sol, ça va être excessivement difficile. Mais à partir du moment où vous avez affaire à quelqu'un qui parle depuis une culture, qui a une culture... et donc, ce n'est pas un terme péjoratif du tout. Il va falloir que je le définisse pour finir. Mais donc, c'est pas péjoratif du tout. Hein. Et ben cette personne va se rendre compte, me semble-t-il, qu'elle a affaire, dans le meilleur des cas, à quelqu'un qui possède certes une culture différente, mais qui est tout ce qu'il y a de plus ouvert et qui respecte cette différence. Hein. Et ça se ressent, d'où l'utilité de se rencontrer, évidemment, en personne. Ça se ressent immédiatement, je dirais. Ça se sent, ça se ressent, quoi. Je vais reprendre vos mots et je vais essayer de... Si j'ai bien compris, dites-moi. L'idée du philosophe, cette idée de penseur, c'est à travers la possibilité de définir ou de conceptualiser une sorte de savoir universel ou des idées, valeurs universelles, et de les appliquer ou de les décrire dans les cas concrets. Et d'inviter les autres, d'utiliser de leur autonomie, de les sortir d'une certaine infantilisation peut-être, et de penser à travers ce savoir universel. Ça me fait penser, parce qu'il y avait cette question, on demandait ça à Sartre en interview, je ne sais plus dans quelle année, on lui demande comment définir un intellectuel. Il dit un intellectuel, pour lui, c'est un technicien du savoir. Comme un ingénieur, il va analyser les règles de la mathématique, le physicien va analyser les autres règles. Et le moment où l'ingénieur construit la bombe, le moment où le mathématicien ou le physicien construit la bombe atomique, par exemple, ou une machine, il devient intellectuel en utilisant le savoir universel, donc le savoir mathématique, pour résoudre un cas concret. Donc si je comprends bien, l'idée grecque peut-être du philosophe, c'est de penser à des valeurs, à une idée, à un contexte, à des définitions universelles, compréhensibles,
et de les déduire et de les utiliser sur des cas concrets pour inviter à la discussion. Dans un contexte qui a toujours l'idée du bien commun, dans un système vaut mieux démocratique. J'ai bien récapitulé pour simplifier. Disons félicitations. Mais néanmoins, il y a un truc que j'ai pas dit et qui est tout ce qu'il y a de plus important également, c'est la dimension que j'appellerais ascétique de la philosophie. Et donc ascétique, ça vient d'askésis, ça veut dire exercice. Et donc c'est le fait que le travail philosophique, à mon avis tel qu'il doit être compris, consiste également en un travail sur soi. Une réflexion. Alors il faut commencer. On peut voir quel genre d'ascèse on pratique. Alors en effet, il y a l'idée de la réflexion, de la purgation par la réflexion, par la maïeutique. Donc c'est une idée qui est très clairement chez Socrate, c'est très clair, et qui rebondit des années plus tard avec l'idéal de la psychanalyse. Par exemple, en effet, mais si on ne travaille que de ce point de vue-là, à ce moment-là, on néglige complètement le corps. Et donc, pour moi, l'ascèse, je dirais que c'est une routine. C'est une routine qui permet non seulement de s'auto-construire, mais de contribuer, ce faisant, à la construction de la communauté. Et donc, donc il y a une dimension d'individuation, si on veut, et de solidarité. Et alors tout à l'heure, j'ai dit, tiens, est-ce que je définis ou pas la culture ? Pour moi, la culture, une culture, c'est l'atmosphère qui est propice, qui rend à la fois possible l'individuation, c'est-à-dire le fait que chacun devient ce qu'il sera, si on veut, personnellement, que chacun a une destinée différente, que chacun a une destinée différente, et d'autre part, une exigence de solidarité. On se construit seul, bien sûr, mais on ne vit pas dans un vide existentiel. Il y a toujours une communauté. C'est la force de la communauté qui va permettre la construction individuelle et la co-construction individuelle, et inversement, c'est l'existence de personnalité. Tocqueville, il parle de génie, ce qui est un terme qui renvoie bien à un autre. Et donc l'existence de ces génies va pouvoir, en retour, créer plus de solidarité. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, l'individuation, moi je le vois comme ça, comme un processus peut-être créatif, un processus d'autonomie, qui dit aussi que chaque humain a un génie en lui qui peut développer et en interférence avec la société dans laquelle il vit. Et tout ça ensemble donne en fait ce principe de culture, si j'ai bien compris. Ouais. Donc le génie en soi, on le crée, je dirais, parce que s'il est déjà en soi et qu'il suffit de le révéler, alors on est de retour dans une configuration qui est plutôt déterministe et qui est plutôt donc substantialiste, etc., etc. Mais donc il faut créer le génie, mais il y a la possibilité. Voilà. Okay. Voilà. Et donc, je parle de la culture comme étant une atmosphère propice aux deux, parce que les deux exigences sont en apparence contradictoires. Cette exigence de ressourcement personnel et de croissance personnelle, si on veut reprendre le symbole de la croix, c'est une dimension qui est verticale, alors que l'exigence de la solidarité, c'est une exigence qui est horizontale. Et donc ça veut dire, par exemple, que une culture, c'est l'atmosphère qui permet ce double mouvement. Donc, si dans le milieu du rap, par exemple, on offre à la fois la possibilité aux rappeurs de travailler sur leur destinée personnelle en créant une communauté, et que la communauté permet ce travail, alors c'est une culture. Il faut pas, c'est comme ça que je définirais la culture. Il faut pas voir la culture comme étant un vieux truc bourgeois, l'opéra, etc., etc. C'est très vrai que c'est aussi une forme de culture, mais il faut pas en tout cas, mon inclination personnelle m'interdit de généraliser ce concept-là, Et donc, donc, pour me répéter, de dire
la personne cultivée, c'est celle qui maîtrise les catégories, les expériences, les connaissances qui sont en fait celles de la classe dominante. En gros, la bourgeoisie, puisque maintenant, la classe complètement dominante, ils sont tout à fait à l'ouest, mais la vieille classe, la vieille bourgeoisie ou la vieille aristocratie se gargariserait en effet de Schubert, de Mozart, et voilà. Bon, Donc, très bien. Donc le concept de culture n'est pas dépendant si c'est pour du bien commun ou pas. Donc on peut dire qu'il y a une culture néfaste, une culture qui est propice pour tel ou tel but, mais ça ne change pas que c'est une culture. Donc peut-être revenir sur le mot atmosphère en combinaison avec le principe de culture, parce que vous parlez de débat. Et débat veut dire une certaine ouverture, faire d'autres pensées. Et maintenant on est dans une situation que vous dites totalitariste, fasciste, où la culture a changé. La culture de terreur, de peur. Donc pouvez-vous expliquer ou décrire la culture dans laquelle nous sommes et les problèmes envisagés avec? Oui, mais là, en fait, quand je dis terreur, c'est plus une culture, justement. Puisque, donc, si on reprend la définition là, que je propose, donc la culture se définit par l'alchimie ou la synergie entre l'individuation et la solidarité. Mais à l'heure actuelle, on n'est plus dans une situation où il y a une culture qui aide les gens à croître et à se solidariser. On est dans une configuration totalitaire, en effet, on est dans une configuration terroriste. Donc, pour moi, l'inverse de la culture, ce qui nous arrive maintenant, c'est la terreur. Et cette terreur, elle se définira par l'inverse de l'individuation et de la solidarité, c'est-à-dire d'une part le conformisme et d'autre part l'atomisme. Conformisme, ça veut dire que chacun adopte les mêmes idées, les mêmes valeurs, les mêmes buts dans sa vie, et atomisme dans son coin, chacun dans son coin. Donc pour ceux qui connaissent mais ça fait la guerre des clones, quoi. Comme dirait George Lucas, là, c'est la guerre des clones, c'est tout, ou bien Hobbes, c'est du Hobbes modernisé. Tout le monde veut la même chose, en dehors de toute forme de solidarité. Alors, un autre concept qui est peut-être plus connu pour décrire cette situation-là, c'est celle de masse. C'est une massification, une masse. C'est une masse. On a affaire à une masse, c'est le concept de Le Bon qui a été repris par Freud, Jung et plein de gens. Et donc, c'est l'idée d'une masse et l'existence d'une masse, c'est-à-dire d'individus conformes et atomisés, c'est la condition première de la naissance d'un totalitarisme. Je dirais que c'est la condition première, et on est en plein dedans. Il y a une normalisation de la pensée, il y a une uniformisation des comportements. C'est une très vieille histoire, parce que ça date fondamentalement, ça date des débuts du taylorisme, etc. La Ford T, je crois qu'elle sort d'usine en 1901. Mais surtout depuis les années 68, 73, là, ou 73, avec la fin des 30 Glorieuses, l'irruption du néolibéralisme et donc un formatage comportemental qui est complètement différent. Mais donc, première étape, c'est la massification. Deuxième étape, ce sera un élément déclencheur. Ici, avec la crise virale, on voit bien de quoi on parle. Et puis l'application d'une logique aveugle. Ça, Hannah Arendt est très claire à ce niveau-là. Application d'une logique aveugle, c'est-à-dire que sur des fausses prémices, on va tirer des conclusions logiques et on va les pousser jusqu'aux dernières conclusions, d'une manière absolument aveugle. Et donc, en effet, dans le cas qui nous occupe, si on a affaire, ou si on devait avoir affaire, ou si on a eu affaire à une pandémie, à un virus extrêmement dangereux, etc., il fait sens de confiner. Pourquoi ? C'est ce que les Chinois ont fait. Mais qu'ont fait les Chinois ? C'est une question qui est très intéressante. Parce que l'idée du confinement, les gens qui débattent du confinement, ils disent cette mesure n'a aucun sens. Pas du tout. L'idée du confinement, c'est, à mon sens, en tout cas c'est la seule explication que j'ai trouvée, j'ai pas vraiment
Je ne me suis pas inquiété de savoir si quelqu'un avait proposé ce genre d'explication à son tour ou indépendamment. C'est du militaire. Hein. Si on a affaire à une attaque nucléaire, bactériologique ou chimique, il fait sens de confiner la population. Et donc cette idée est intéressante parce que ça peut permettre d'éclairer sous un angle différent ce qui s'est passé en Chine, hein, et la manière dont les Chinois ont réagi, qui est extrêmement violente et radicale. Hein, peut-être ont-ils réagi simplement parce qu'ils avaient l'impression qu'on les attaquait. Ce ne serait pas étonnant. Bon, bref, enfin, je referme la parenthèse. Donc ici, ce qui est important, donc massification, événement disrupteur, utilisation de la logique d'une manière complètement déshumanisée. Et technique aussi. Oui, c'est l'essence de la technique, comme disait l'autre. Donc, voilà, vous avez 12 ans, vous portez un masque. Avant 12 ans, ça n'a aucun sens. Vous allez laisser une distance entre vous de 1,50 m. Ailleurs, ce sera 2 mètres. Ailleurs, il n'y a pas de distance du tout, etc. On voit bien... Donc c'est en fait, l'usage d'une logique aveugle et déshumanisante est la définition de l'absurde, évidemment. C'est la définition de l'absurde. Et donc, et alors, on peut reparler de cette affaire-là parce qu'elle est essentielle, mais ce que je veux rajouter au niveau des conditions de possibilité, si on veut, du totalitarisme, le dernier point, hein, qui est très intéressant, parce qu'avec la massification, on peut dire ein Volk, hein, évidemment, mais ici, le dernier point, c'est un parti et un chef. Un chef, une solution, un parti, voilà. Hein, et donc, ici en Belgique, là, on a droit à un gouvernement lasagne, hein, donc, ce qui est fait de briques et de broc, où il n'y a plus, à part l'hystérie communautaire d'une part et virale de l'autre, il y a rien. Je veux dire, c'est des gens qui ont... Vous avez aussi 5 parlements, je crois, non? 8. Oui, non, peu importe. Mais en Italie, ils viennent de faire le même coup aussi. Quelqu'un qui est plutôt issu des milieux bancaires et qui rassemble une lasagne institutionnelle ou gouvernementale. Mais celui qui bat tous les records, c'est Macron, évidemment. Un bonhomme qui sort d'absolument nulle part, qui sort de son chapeau un parti. Hein, financé aussi. Évidemment. Et donc, c'est un parti, quoi. Un parti. Alors là, et alors sans parler évidemment de la politique de répression qu'il y a eu en France, c'est complètement, Voilà, ça a commencé, ça date depuis longtemps, mais les gilets jaunes, ça continue. Oui, mais bien sûr, mais c'est l'annonce de la crise globale systémique, elle date de 72, hein. Faut pas oublier non plus, hein. Bon, alors. Donc ça c'est voilà, c'est le contexte général. Mais alors évidemment, par rapport, j'espère que je réponds toujours à la question, par rapport à l'affaire qui nous occupe, il y a toute une série de dimensions qui sont absolument frappantes et qui ne peuvent que frapper ceux qui sont, ou celles qui sont plus ou moins ancrés dans le concret, ne fût-ce que furtivement. Ceux qui pensent alors. Mais ceux qui constatent, qui ouvrent les yeux et les oreilles, qui regardent un peu ce qui se passe, quoi. Et donc, la première chose, évidemment, c'est la gestion complètement calamiteuse de la crise, hein, entre incompétence et corruption, cynisme, hein, comme vous le savez sans doute, à l'heure actuelle, avec cette politique vaccinale, les bénéfices qui vont être dégagés sur une année par les plus grandes sociétés pharmaceutiques se chiffrent en dizaines de milliards d'euros. Bah oui, dizaines de milliards d'euros. Ça veut dire nécessairement, comme chacun le sait, puisque ça veut dire que les dessous de table, la manière dont on a pu arroser les responsables et les semi-responsables et tout ce qu'on veut, est complètement... C'est du... En Belgique, il y a eu des histoires d'hélicoptères et de trucs, bon, hein, mais c'était des tout petits contrats ridicules, quoi, par rapport à ce qui nous arrive. Là, c'est du mini-rikiki. Mais il suffit de regarder la bourse, je vois le Dow Jones, il a 33 000 points, vous avez le DAX, toutes les entreprises, ceux qui sont propriétaires, ils ont gagné de l'argent, c'était un peu un cadeau de l'État. Je me rappelle, en Allemagne, il y a le cas de Lufthansa qui a été sauvé avec un crédit de 10 milliards d'euros. Vous avez BioNTech, le cours de BioNTech a, je crois, quadruplé dans une année. Donc, il y a des intérêts et une corruption dans toutes les phases. Mais pour revenir sur le... Mais je n'ai pas terminé. Oui, allez, continuez. Donc, ce que je dis, c'est...
si on est un minimum ancré, hein, si on se nettoie les portes de la perception, là, comme disait Huxley, mais d'une manière moins radicale, on ne peut constater cette corruption systémique, cette impréparation, quoi. Bon, voilà. Mais alors, le second point, et qui est autrement plus inquiétant, c'est la communication de crise, qui est une communication qui a été anxiogène. Hein, on fonctionne sur le mode honte et culpabilité. Hein, on culpabilise les gens, on les infantilise. L'anxiété, c'est pas rien, ça paralyse. Oui, bien sûr. Psychologiquement. Pardon ? Psychologiquement. Tout à fait. Et alors, troisième point, si on regarde les conséquences, de fait, les conséquences de toutes ces politiques qui ont été avancées, qui ont été proposées principalement en fait dans la sphère OTAN, quoi, parce que dès qu'on sort comme par hasard de la sphère OTAN, ça se passe différemment. Bref, c'est du totalitarisme, appel à la délation, propagande, couvre-feu, et j'en passe, vous trouverez le reste, les autres mesures. Je veux dire, si ça, c'est pas du totalitarisme, et si c'est pas évident que les gens se font pourchasser par des dizaines de policiers parce qu'ils n'ont pas de masque, etc., qu'il n'est plus possible de se réunir en rue, qu'il n'est plus possible de suivre un culte pour ceux qui veulent aller à la synagogue, au truc, où vous voulez, plus possible d'aller au théâtre, plus possible d'aller au café, etc. Qu'est-ce que c'est ? Si c'est pas du totalitarisme en acte, qu'est-ce que c'est ? Bon, donc ça se fait 3 points. Le 4e point, j'ai terminé. Hein. Le 4e point, c'est la question du à qui bénéficie le crime. Et alors là, évidemment, c'est les GAFAM qui sont en train de... Les petits indépendants, les petits épiciers, les petits, tous ces gens disparaissent, hein, comme c'est curieux, au bénéfice de ces grandes multinationales. Et alors le dernier point, en effet, c'est la question purement médicale, de savoir quelle est la logique derrière l'utilisation de tests, par exemple les tests PCR qui n'ont jamais été conçus dans un tel but. Quelle est la logique d'une vaccination de masse pour une maladie qui, jusqu'à preuve du contraire, parce que, je sais pas, moi j'ai du mal avec tous les chiffres, mais il me semblerait que les chiffres les plus optimistes, entre guillemets, ne conduisent qu'à prétendre une mortalité de 0, quelque chose. Hein, de personnes qui, en France, étaient censées être mortes de toute façon, puisque l'espérance de vie est de 82 ans et les décès en moyenne sont de 84 ans, je crois, quelque chose du 84, 85. Bon. Voilà. Mais ça varie des pays, bien sûr. Mais... Bon, mais alors, je rajoute un petit truc. Hein. Donc, ces 5 dimensions que j'ai mentionnées, elles ne peuvent être qu'évidentes à partir du moment où on s'assied, on réfléchit une seconde, où on accepte l'expérience et qu'on partage cette expérience. Alors, tout le monde n'a pas l'occasion de réaliser le poids sémantique, ce que ça veut dire. Hein. Pour chacune de ces dimensions, c'est pareil. Mais alors, il y en a encore moins qui, si je puis dire, métabolise ces différentes dimensions et qui cherche à trouver la synthèse, à relier les petits points, là, comme disaient les Américains dans d'autres circonstances. Hein. Et donc, à partir du moment où on fait ça, hein, et plus particulièrement lorsqu'on regarde de plus près les conséquences immédiates et celles qui nous pendonnaient de cette politique, c'est-à-dire l'économie qui est ruinée, elle va rentrer en récession, elle l'est déjà, avec chômage, avec une dette qui est pas remboursable, la population qui est traumatisée, c'est-à-dire avec des symptômes de stress post-traumatique, dissociatif essentiellement, dépression, idéation suicidaire, tout ce qu'on veut, la relation au monde politique, au monde scientifique et au monde médiatique est complètement corrompue. Si on réfléchit une seconde, je veux dire, qui pourrait encore prêter attention à une quelconque proposition émanant d'un de ces 3 corps ? Hein ? Je sais pas, on a affaire qu'à des dogmatiques plus ou moins médiocres dans leur argumentation, si ce n'est, évidemment, qu'il y a une autre hypothèse qui est peut-être beaucoup plus parlante, qui est celle de la perversion pure et simple. Où là, le but, en effet, afin de manipuler en profondeur et de manière définitive le corps social, c'est la manipulation par la terreur, c'est-à-dire l'absurde. C'est-à-dire, de ce point de vue-là, que tous les cafouillements auxquels on a cru pouvoir assister dans le cadre de la gestion de la crise et toutes les absurdités linguistiques, toutes ces règles qui n'ont ni queue ni tête, etc., se comprennent, en fait,
très facilement dans une logique perverse. Puisque là, il s'agit en effet d'empêcher la victime de pouvoir penser par elle-même, de pouvoir se penser en tant que victime. Honte et culpabilité, je le rappelle. Et ainsi de suite, donc on pourra aller voir. Mais donc tout ça, et j'en termine, tout ça conduit à la conclusion inévitable qu'il n'y aura pas de retour au monde d'avant. Mais là, tous les oligarques le disent, Schwab le dit, tous les gens qui cherchent à promouvoir une société non démocratique, pour le dire de cette manière-là, ils le disent, il n'y aura pas de retour au monde d'avant. Et de fait, c'est rigoureusement impossible. Tout est par terre, c'est rigoureusement impossible. Maintenant, puisque j'ai pas terminé, voilà. Et alors, si on rajoute la thèse qui me semble insubmersible, qui est celle de la lutte des classes, et qu'on l'injecte dans cette situation générale, on obtient non pas une perspective complètement déprimante, mais au contraire, la possibilité de se réapproprier son destin et de comprendre les enjeux. C'est pour ça, parce que le mot « rien ne deviendra comme avant » peut être interprété d'une autre façon, de la façon de voir comment sortir de cette perversion, de vivre une vie authentique, donc le concept de l'authenticité. Mais pour revenir, je pense que c'est important de comprendre le système dans lequel on vit, de comprendre les concepts, pour ensuite trouver des solutions. Et vous avez parlé de totalitarisme, là je vois la condition idéologique, ce récit de la terreur, la condition politique, la massification des citoyens, et les conditions techniques, donc la possibilité éthique machinelle d'organiser cette situation. Ça c'est important. Et ce contexte, vous avez aussi parlé du néolibéralisme, et tout le monde parle du néolibéralisme sans vraiment pouvoir expliquer ce que c'est. Et là, vous parlez de von Hayek, de Friedman, qui problème de la choc-thérapie, c'est maintenant. Vous pouvez réexpliquer cette atmosphère néolibérale qui est bien sûr une connexion avec le capitalisme. Vous pourriez juste en parler de ces concepts, d'expliquer, de concrétiser cette idée de néolibéralisme, de capitalisme, et ensuite d'expliquer en quoi ce système engendre une massification, un conformisme et détruit l'idée d'authenticité. Ça fait beaucoup. Mais il faudra expliquer pour après comprendre et sortir et de trouver une solution de sortir de cette perversion et d'aller dans la vie pratique. Alors commençons par le néolibéralisme. Non. D'abord, une petite parenthèse. Oui. L'affaire de l'authenticité est importante, en effet, parce que c'est comme ça. C'est la question philosophique par essence. Fondamentale. C'est quoi la vie? C'est quoi mener une vie authentique? C'est quoi être authentique? Bon, alors on referme la parenthèse. Donc maintenant, par rapport au néolibéralisme, je dirais que le néolibéralisme naît avec le travail de Friedrich von Hayek en 1944, la route de la serfdom, je ne sais plus comment c'était traduit en français, de l'aliénation ou du... je sais pas. De l'esclavage, peut-être de l'esclavage. Donc, fondamentalement, le néolibéralisme prétend qu'on ne peut pas distinguer la liberté économique de la liberté politique. Les deux doivent être concomitantes. Si les acteurs n'évoluent pas dans un marché libre, donc s'il y a trop de régulation et de machin, et de règles et de trop d'États, eh bien il n'y a pas de liberté politique. Donc ce qui est présupposé, en fin de compte, c'est la prédominance de l'exigence économique, le fait que tout doit être monétarisé, tout doit faire l'objet tout doit passer par le marché. Tout doit passer par le marché. Donc, fondamentalement, le néolibéralisme, c'est ce pari sur le marché. Bon, alors maintenant, historiquement, c'est très intéressant, évidemment, de se rendre compte que von Hayek, quand il publie son bouquin en 1944, c'est très précisément au moment où, en France, le Conseil national de la résistance publie son programme, qui est un programme communiste. C'est très précisément le moment où, en fait, les communistes ont vaincu les nazis. Ce qui est un juste retour des choses, puisque le nazisme, le but du nazisme, fondamentalement, c'était de détruire les communistes
en Allemagne, puisque l'Allemagne était le pays qui avait le plus grand parti communiste après l'Union soviétique. Et donc, le but, c'était de détruire les communistes à la maison et à l'étranger. Ça a été financé par la Wall Street. S'il aurait attaqué Staline directement, les Américains, ils seraient bien financés. Non, tout à fait. Bon, bref. Donc, ce que je veux dire, c'est que quoi ? C'est que c'est à ce moment-là que Hayek publie son bouquin, donc dans un contexte qui est complètement contraire, puisque ce sont les communistes qui ont gagné la guerre, c'est l'idéal communiste qui est en train de gagner les populations qui en ont marre de servir de chair à canon et qui demandent une juste redistribution des richesses. Et c'est ce programme du Conseil national de la Résistance qui va donner lieu aux 30 Glorieuses, donc entre 45 et 72, 3, il y a eu une certaine redistribution des richesses dans un contexte évidemment qui le permettait, puisque tout était détruit, puisqu'il y avait pénurie de main-d'œuvre, et donc il y avait possibilité de recommencer et de trouver... Tout à fait. Mais donc le néolibéralisme naît à un moment où, en fait, il n'y a pas de place pour lui, quoi. Et donc, ce que dit Hayek, et après ça, ce sera Friedman et compagnie, c'est que, les circonstances actuelles ne sont pas favorables du tout, mais nous devons néanmoins continuer à promouvoir notre idéal, nous devons réseauter afin d'être prêts avec non seulement les idées et les théories, mais également avec les responsables pour reprendre le pouvoir, quoi, en fait, hein. Donc voilà. Et donc ça s'est vu avec Suharto, et puis ça s'est vu surtout avec Pinochet le 11 septembre 1973. Et puis depuis les années 70, c'est la crise permanente, quoi. En tout cas pour les gens. Pour le citoyen lambda, on ne lui parle que de se serrer la ceinture. Et donc le libéralisme, il a cette force derrière lui, quoi. Ce qu'on se prend dans la figure ici et maintenant, c'est pas sorti de nulle part. Hein, ça a été en gestation de 44 à 73 avec Pinochet, et puis depuis Pinochet, il y a eu Reagan, il y a eu Thatcher, il y a eu plein de gens, Helmut Kohl sans doute, et ainsi de suite. Et donc, toutes ces politiques de détricotage du tissu social, atomisation aussi. Et de démolition donc des valeurs qui faisait une société, qui faisait une communauté, jusqu'à évidemment la famille qui est attaquée, qui a été plus ou moins détruite, et finalement, plus profondément encore, l'identité des individus, leur identité sexuelle, etc. C'est une thèse que personne ne veut entendre, évidemment, que j'ai développée dans un bouquin sur le féminisme dont j'ai plus ou moins... Vous pouvez élaborer, hein. Oui, mais enfin, on ne peut pas tout faire à la fois. Mais Dany Robert Dufour l'a présenté avant moi. Et donc, l'idée, c'est de détruire tous les repères sociaux, les repères familiaux et les repères existentieux aussi. Hein, et donc, à partir du moment où vous avez une société qui n'est plus composée de névrosés, mais quasiment de psychotiques, il est bien clair que ces gens sont bien plus susceptibles de faire l'objet d'une propagande, d'une sidération, etc., etc. Alors, il y avait encore quelque chose qu'il fallait dire, me semble-t-il, mais c'était quoi ? Et donc cette logique de marchandisation à l'infini de tout et de rien correspond évidemment très précisément au statut qu'on donne aux êtres humains d'une part, qui sont plus que des ressources, et à la nature d'autre part, qui est simplement comment dirais-je ? C'est une mine à exploiter et une poubelle. Hein, donc on puise dans la nature tout ce dont on a besoin, qu'on utilise brièvement, ça génère un profit, et puis on balance tout dans la nature, ça fait poubelle, ça n'a pas grande importance. Donc l'essence du néolibéralisme, de ce point de vue-là, elle n'est pas que génocidaire, quoi. Hein, elle est ou écocidaire, je dirais qu'elle est biocidaire. Ça fait beaucoup de mots compliqués, mais ça veut dire que le but, c'est de tout détruire, quoi. Ça n'a pas d'importance intrinsèque. À partir du moment où une réalité n'a pas
de valeur quantifiable, eh ben, ça n'a pas d'intérêt, quoi. Et j'ai l'impression qu'il me semble qu'on enlève une certaine sécurité ontologique de l'humain et on le remplace et on le lie à cette idée de consommateur peut-être, où on a une idée matérialiste aussi. Donc les valeurs humaines ne portent peu et l'humain devient un consommateur, il achète des produits et de cette façon il y a une certaine marchandisation. Oui, oui, tout à fait. Alors, parce que je pensais à quelque chose que je voulais rajouter en fait. Par rapport à la destruction de la famille, toutes les grandes utopies mentionne la nécessité de réformer le noyau familial. Et donc, dans toutes les grandes utopies, commencer par Thomas More, à commencer par les Républiques de Platon, qu'est-ce que je raconte, mais plus tard chez Huxley, etc., il y a cette idée, on va se passer de la famille, on va trouver quelque chose qui est moins aliénant. L'entreprise, corporate identity. Il y a évidemment l'entreprise, la famille maintenant. Évidemment. Mais ici, ce que je voulais dire, c'est que donc il faut pas je suis pas en train de dire il faut sanctifier la famille. Je suis en train de dire, on ne peut pas la démolir si on propose pas autre chose. Hein, c'est comme en psychothérapie, si vous démolissez l'identité d'un individu et qu'il n'y a pas déjà autre chose pour le soutenir et pour le faire grandir de manière différente, la personne s'effondre, c'est terminé, quoi. C'est intéressant parce que les maisons de retraite, ça a tout changé parce que la famille, on ne s'occupe plus de ses parents, on les met dans une maison de retraite qui joue maintenant un des rôles les plus importants et c'est un peu et on paye pour ça, donc ça me fait penser à ça aussi. C'est la logique de la marchandisation. Maintenant, vous pourriez répéter la question là, parce que du coup je l'ai... l'idée c'était que l'observation, c'est que le néolibéralisme change ou enlève cette sécurité ontologique que l'humain a à travers ses relations sociales et le remplace par une sorte d'idée de consommateur qui puisse avoir une sécurité matérielle. Voilà. Si j'ai une voiture, un objet, j'ai une sécurité qu'avant j'avais à travers des relations humaines. Voilà. Oui, c'est tout à fait ça. À partir du moment où on peut désécuriser, entre guillemets, les personnes et définir leur identité uniquement par le biais de leur consommation, consommation ostentatoire, là, paraît-il, par exemple, ou quelle qu'elle soit, on définit qui ils sont. Simplement, on les tient par leur capacité à s'offrir le statut social qu'ils convoitent. On pourrait dire ça. Mais donc le libéralisme, fondamentalement, n'arrêtera pas. C'est une machine infernale. Livrée à elle-même, elle est sur une course folle. Et parce qu'on a mentionné, on va en reparler, on a mentionné la question de la décroissance. La question de la décroissance se pose donc dans un cadre économique qui est géré par un monstre bicéphale. Ce monstre bicéphale, c'est d'une part la technoscience, d'autre part le marché ou les financiers, les investisseurs. Bon, alors, la critique qui vient de Meadows, évidemment, mais pas que lui, de tous ceux de cette mouvance-là, fait remarquer que qu'il n'y a pas de croissance infinie dans un monde fini. Mais pour ce monstre bicéphale, ça n'a aucun sens. Parce que pour la science, l'univers est infini, et pour les oligarques, le marché, les financiers, l'univers est infini aussi. Il n'y a pas de limite au nombre de zéros qu'on peut rajouter sur son compte en banque, d'une part, et du point de vue de la science, depuis même Galilée, mais avant ça c'était Nicolas de Cuse, le monde est infini. Le macro, l'univers, le cosmos est infini, et depuis Feynman, déjà avec la révolution quantique, etc., on s'en doutait, mais Feynman est bien connu, Richard Feynman, pour avoir publié, je crois en 1959, un article qui s'intitule « There is loads of room at the bottom » ou quelque chose du genre, et qui veut dire le nanomonde constitue une ressource infinie. Et donc, ni pour la science, technoscience plutôt, ni pour le marché, il n'y a de limitation.
Hein, si ce n'est qu'évidemment, fondamentalement, la question qui se pose, et là le terme d'authenticité en effet est bon à rappeler, la vraie question qui se pose, c'est de savoir dans quel cadre est-ce que l'humain peut vivre simplement et pas survivre. Hein, le monde qu'on veut nous vendre, c'est un monde d'artefacts, c'est un monde de machines, d'orthèses, de prothèses, d'interfaces, d'implants, de puces, voilà. Et donc, c'est un monde qui peut être séduisant quand on a 10-15 ans, en se disant « Oh là là, c'est magnifique, on va voyager sur la Lune, en scaphandre ou sans scaphandre, etc. » Le Mars. Ou Mars, ou que sais-je. Mais une fois qu'on est retombé les pieds sur terre là, et qu'on se rend compte des contraintes qui sont liées à notre corporéité et donc du fait qu'il faut nécessairement en tenir compte et du fait qu'il y a des choix à faire, qu'il y a des routines, qu'il y a une ascèse là qui me semble indiquer ascèse à découvrir, hein, parce que quand on utilise le terme d'ascèse en français, souvent il y a une charge là qui est très lourde, quoi. Donc je rappelle, ascésis, ça veut dire épreuve, hein, et donc l'ascèse, ça veut dire en fait s'imposer une routine, comprendre qu'il est nécessaire d'adopter une routine afin d'ordonner sa vie et plus précisément afin de s'ancrer. Hein, alors donc quand on dit ascèse, souvent on considère qu'il y a des renoncements à faire, quoi. Hein, on renonce à ceci, cela, dans le but d'obtenir une amélioration de sa vie, simplement. Mais qui ne doit pas nécessairement être facile, parce que le système maintenant, c'est tout doit être facile, tous les... Voilà, oui, et tout à parce fait. que cette idée d'avoir une recherche, une harmonie avec soi, de travailler aussi, donc une routine, d'avoir une discipline, c'est pas nécessairement facile. Non, et le monde du marché, que tout doit être facile, que je dois appuyer sur un bouton et je peux perdre du poids. Je dois acheter une machine pour perdre du poids, je peux manger des choses pour ceci ou pour cela. Donc, facile n'est pas nécessairement bon alors. Donc ça nécessite un travail de pensée intellectuel qui coûte du temps. Intellectuel, il faut pas être grossier. Hein. Je veux dire, c'est une position dans l'existence, quoi. Mais cette question-là, elle est au cœur du débat transhumaniste. Hein. En tout cas, c'est une des manières dont j'avais approché la question quand j'ai publié ce bouquin là, il y a quelques années sur la question du transhumanisme. C'est tout à fait ça. Donc le transhumanisme fait miroiter toute une série d'augmentations, entre guillemets, de l'humain. Hein, capacité intellectuelle, capacité morale, capacité physique, etc., par le biais de toute une série de procédures techniques qui seront commercialisées. Hein, c'est-à-dire, prenons un exemple plus ou moins idiot, vous apprenez une langue, et ben on va vous vendre la puce, hein, et avec évidemment le logiciel qui va avec, et la licence qui va avec, et vous allez payer tous les ans pour parler la langue machin. Je prends un exemple comme ça plus ou moins fantasque, mais c'est pas loin de ce qu'il propose. Hein, alors que, en fait, à la base, apprendre une langue, c'est toute une affaire, il faut s'immerger un peu, il faut comprendre la culture, et tout le bazar. Et donc, le prix, avant, était payé par l'individu lui-même existentiellement, si on veut, et maintenant, le prix, dans le cadre du paradigme transhumaniste, le prix en question, c'est un prix qui est simplement chiffré, quoi. Vous voulez un nouveau genou en titane, eh ben, très bien, est-ce que vous avez, je sais pas, 20 000 boules à nous proposer pour... voilà, c'est tout simple. Et donc, et cette question du transhumanisme, évidemment, est tout ce qu'il y a de plus contemporaine, puisque la voie royale qu'on nous propose, en tout cas que le Forum de Davos propose pour la sortie de la crise covidienne, c'est la voie de la réinitialisation, c'est la voie de la 4e révolution industrielle, c'est la voie de la fusion entre nos identités biologiques, mentales et numériques. Hein, et ça, c'est tout à fait le paradigme, transhumaniste, avec donc cette idée qu'on va vous vendre l'immortalité, si ça vous intéresse, quoi. Donc c'est un renforcement de ce qu'on a déjà, ce qui est proposé, sous le nom de New Green Deal, peut-être. On va renforcer, on va rendre encore, on essaie de trouver une solution à la destruction du monde à travers la solution néolibérale.
Donc le néolibéral qui a engendré les problèmes est censé rendre la solution. Oui, bien sûr. C'est un peu ça, le récit qui est raconté. En gros, c'est ça, si ce n'est que à l'heure actuelle, il y a une désolidarisation du monde numérique, y compris son volet financier, avec le concret, avec l'économie réelle. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles, me semble-t-il, on peut sacrifier l'économie réelle. C'est parce que l'espoir des oligarques, c'est de gérer un monde de richesse virtuelle. Et donc là c'est quelque chose de différent, quoi. Mais à la base, évidemment, le discours des néolibéraux depuis le début, c'est on va de crise en crise, la plaie n'est pas guérie parce qu'on n'applique pas vraiment nos recettes. Il y a des résistances. Si on appliquait nos recettes, si on dérégulait absolument tout ce qui reste à déréguler, ce serait le paradis sur Terre. Mais ça me fait penser, juste pour revenir au néolibéralisme, j'ai lu dans l'autre livre que Karl Popper faisait partie de la société Montpellerin. Et ça m'a étonné parce que j'avais lu Open Society, j'ai trouvé ce principe de débat, de rationalité, de respect, pacification. Que pensez-vous du fait que Karl Popper faisait partie de ce groupe? Même chose que vous. J'ai pas vraiment pu y croire. Je dis comment c'est possible. Alors, c'est une idéologie, mais Heidegger aussi, là, vous voyez, on peut être très intelligent et soutenir le nazisme. On peut être Karl Popper dans cette société. Bon, je sais pas si Heidegger est intelligent, mais enfin c'est une autre question. En tout cas, son livre, ça m'a permis de voir d'une autre situation. Mais voilà, que pensez-vous de Karl Popper? Oui, alors, Popper, il est très intéressant là pour différentes raisons, mais parce qu'en effet, parce qu'en effet, explicitement, il y a une promotion du néolibéralisme. Mais Popper, il faut le savoir, c'est le premier. Sauf erreur, c'est le premier à avoir proposé l'idée de théorie du complot. Et donc ça date, je crois, de la seconde édition de son bouquin The Open Society, en 1950 ou 51. Et donc, en gros, ce qu'il dit, c'est que il n'y a pas de complot. Où il y a très rarement des complots, et quand il y a des complots, ça réussit pas. Et donc, sa thèse, c'est que ceux qui considèrent qu'il y a un grand complot comme ça mondialisé, ce sont des naïfs, c'est des gens qui sont enclins de penser d'une manière mythologique, quoi. D'une manière... Oui, c'est des gens qui sont pas malins, qui sont pas ancrés dans le réel, qui sont pas rationnels, qui ont pas fait d'études, qui ont pas. Bon, ça c'est Popper. Mais alors, un petit mot en passant, parce qu'à peu près au même moment, Hannah Arendt, sans doute dans ses bouquins là, sur l'origine du totalitarisme... Elle analyse Staline et Hitler. Oui, très maladroitement. Elle présente la question de la théorie du complot aussi, et là, elle l'associe au fascisme. Et donc on retrouve les deux. Et donc ce qu'elle dit, c'est le totalitarisme fasciste. Mais je suppose que Mussolini et je suppose que Staline dans une certaine mesure également. Donc ces totalitarismes ne pouvaient pas faire l'impasse, ne pouvaient pas se priver d'une théorie du complot. C'est le fameux complot judéo-bolchevique ou franc-maçon. Vendu sous le nom Verschwörung, c'est ça? Pardon? Verschwörung en allemand. Complot. Voilà. Et donc on retrouve, si on considère Popper, ce que dit Popper d'une part et ce que dit Arendt d'autre part, de cette théorie du complot, on retrouve exactement les critiques qui sont à l'heure actuelle lancés à la figure de ceux qui essaient de comprendre un peu ce qui se passe. On leur dit, mais vous êtes franchement... Complotistes, oui. Ce qu'on veut dire à ceux qui sont qualifiés de complotistes, en gros, c'est, mais vous êtes des proto-fascistes, quoi. Et c'est quoi cette idée, là, d'un complot, machin Bon... Alors évidemment, je ne sais pas si je dérive ou pas, mais donc ici, ce qu'il faut faire remarquer, c'est qu'il est excessivement naïf, évidemment, de promouvoir la thèse d'un complot unique
monolithic, ruthless conspiracy. Hein? Mais Non, mais attends, pas terminé. Ça, c'est les mots qui ont été utilisés par Eisenhower, c'est les mots qui ont plus particulièrement été utilisés par Kennedy. Et donc, dans l'imaginaire occidental, l'idée d'une monolithic and ruthless conspiracy, donc d'un complot monolithique, d'un complot unique et ruthless, je sais plus comment on traduit, sévère, sans pitié, je sais pas. C'est une idée, évidemment, qu'on retrouve dans les régimes totalitaires, très clairement le nazisme, et puis qui immigre avec tous ces scientifiques, von Braun, je suppose, et compagnie, qui immigrent aux États-Unis et qui permettent de donner une assise idéologique à la théorie du c'était quoi Kennan encore? C'était quoi encore son truc là? Du confinement? C'était pas le confinement, c'était autre chose. Kennan, ça vous dit rien? 49. L'idée qu'il faut contenir l'URSS. Donc il faut l'endiguement. Voilà. containment. Et donc, dans les années 49, il y a l'idée de l'endiguement qui vient alimenter la réalité de la guerre froide. Et Eisenhower, et puis c'est en 61, et puis juste après Kennedy, ils ont encore ces termes forts, et c'est très rigolo parce que parfois dans la littérature, ils sont cités, et certains veulent y voir tout, sauf le fait qu'il parlait de l'Union soviétique. Et donc que c'était quelque chose, il parlait pas de l'État profond, il disait pas que c'était le Pentagone qui était en train de ceci, cela, ou du complexe militaro-industriel pour parler plus clairement. Nous sommes... Et alors dans cette conférence de Kennedy, je crois que c'est en avril 61, c'est vraiment très intéressant parce que, si j'ai bonne souvenance, il s'adresse à la presse et il pose très précisément la question de la liberté de la presse et du fait que les journalistes doivent faire preuve d'une certaine retenue parce qu'il y a des enjeux de sécurité nationale qui sont bien présents. Et en fait, ça se passe juste après la catastrophe de la baie des Cochons, qui est quand même pas mal comme épisode, démocratie, la position de la démocratie, et Gagarine, et Gagarine. Et alors... Il y a cette théorie intéressante que ce Schweinebucht-invasion en allemand, que la CIA avait donné un piège ou avait mal organisé pour discréditer le président parce qu'il n'était pas assez radical contre les soviétiques et contre Castro. Et ça va très loin de ce que vous dites. On est à Gladio, on est à Stay Behind Armies. Donc c'est bien sûr... ça donne bien sûr toutes sortes d'idées complotistes derrière et que bien sûr, si on n'a pas l'analyse et la possibilité de rationaliser et de vraiment s'intéresser au sujet, qu'on peut en déduire tout et n'importe quoi aussi. Non, bien sûr. Alors là, fondamentalement, on est confronté à un problème, évidemment, c'est que c'est ce que j'appellerais un horizon social. Chacun se définit par un horizon social et donc je peux comprendre les motivations, les ressorts des comportements des gens qui évoluent dans une sphère culturelle qui est la mienne. Par extension, je peux émettre des hypothèses sur le comportement de gens qui appartiennent à des cultures complètement différentes, mais dont je peux constater la bienveillance ou la malveillance. Mais là, on a affaire évidemment à des sphères de pouvoir qui sont tout ce qu'il y a de plus par-delà l'horizon du citoyen lambda, et donc il est parfaitement impossible, à mon sens, de comprendre les ressorts de ces comportements. Et c'est pas uniquement une question de hauteur des enjeux, parce que, je ne sais pas, vous êtes administrateur dans une petite ASBL, on vous parle de factures à établir pour 3 € de photocopie, par exemple. Et alors, d'autre part, vous avez des gens là, qui gèrent des multinationales, où la question est de savoir, c'est alors, cette année-ci, on fait 18 milliards ou 19 milliards de bénéfices, et combien est-ce qu'on redistribue ?
c'est une magnitude, c'est un niveau, c'est un niveau qui est... C'est incompréhensible. C'est par-delà. Bon, voilà, premièrement. Et alors, deuxièmement, évidemment, il y a, me semble-t-il, à partir du moment où il y a de tels enjeux de pouvoir qui sont présents, il faut soulever la question des pathologies du pouvoir. Et donc, il est excessivement difficile de savoir ce qui peut se passer exactement dans l'esprit d'un schizophrène, d'un sociopathe ou d'un psychopathe, puisqu'il me semble que ce sont les 3 catégories qui sont les plus indiquées pour essayer de comprendre la nature du pouvoir, c'est-à-dire... La perversion narcissique. En gros, oui, mais donc, c'est-à-dire, il s'agit de savoir comment on acquiert le pouvoir, comment on conserve le pouvoir, comment on exerce le pouvoir. Hein, et donc, ça, c'est très clairement... Pour peut-être que la discussion retombe sur ses pattes. Là, c'est très clairement une des difficultés auxquelles les citoyens sont confrontés, c'est-à-dire que, du point de vue d'un pervers, celui qu'on appellera le normopensant, hein, est transparent. Hein. Mais l'inverse n'est pas vrai. Pour une personne normale, avec tous les guillemets d'usage, il y a une opacité radicale du pervers. Hein. Et donc là, il y a un désavantage qui est énorme et qui est très handicapant. Mais c'est la volonté de confusion aussi. Et donc, en effet, il n'est pas possible de discuter rationnellement avec quelqu'un qui, on les appelle pervers pour simplifier, quoi. Hein, mais voilà, c'est pas possible. C'est simplement pas possible. Et donc puisqu'à la base on parlait de complot, etc., ce qui est quand même un vilain mot. Et donc les manigances, hein, de mon voisin qui veut simplement, je sais pas moi, venir me piquer des pommes dans mon verger, hein, et ben ça va être du tout simple, quoi. Hein, ça va pas. Hein, je veux dire, c'est quelque chose que je pourrais imaginer moi-même si je voulais aller lui piquer ses pommes. Hein. Mais quand on a affaire à des conflits ou à des interactions là, nécessairement malheureuses avec ce qu'on appelle des pervers, Dieu sait quel genre de schéma, quel genre de dispositif serait imaginé par un tel individu pour accéder à mes pommes, quoi. Pour revenir, quand on a affaire avec un pervers, et ça c'est aussi dans le monde du travail, la solution c'est de sortir de cet environnement. Bien Donc, sûr. Et là on peut prendre cette idée et dire si on veut sortir ou trouver une solution, donc la vie authentique, vous avez parlé de le principe de décroissance ou du communautarisme, reprenons l'idée de sortir de cet environnement et de raconter un nouveau récit. Parce que je me rappelle, j'avais un entretien avec Noël Gaudin, l'orientateur belge, et je lui avais demandé, c'est quoi la solution? Il m'a dit, il faut lâcher. Je dis, comment on fait lâcher? Il dit, oui, il faut regarder la vie en farce au lieu d'en face. Et donc, peut-être qu'il faut juste lâcher et dire qu'on ne peut pas gagner, l'adversaire est trop opaque, il y a trop de confusion, et le pervers, on va pas pouvoir analyser et trouver une solution en restant dans ce système. Donc, il faut en sortir. Et l'idée de décroissance, c'est un moyen. Est-ce qu'on pouvait juste en parler d'idée de sortir de cet environnement et de bâtir peut-être une vie plus authentique, différente. Et là, on parle, parce que là, on a un récit qui est proposé, le récit de la terreur, le récit de la marchandise, du capitalisme, du néolibéralisme. Mais si on dit que les humains peuvent être autonomes, on peut être aussi autonome et responsable de créer notre propre récit, de raconter une nouvelle histoire. Donc, quelle histoire raconterez-vous? Le nouveau récit qu'on puisse utiliser. Le nouveau récit. Voilà. Oui, bon, mais c'est une fameuse question. C'est très important. Oui, tout à fait. Mais enfin, ce que je disais au départ, peu importe ce que je pense personnellement, là, ce qui importe, c'est de susciter la pensée chez les autres. Hein. Mais donc, en effet, la question de la décroissance, c'est une question qui est... qui date des années 70, qui a disparu plus ou moins mystérieusement ou pas mystérieusement du tout des discussions politiques jusqu'en 2002 à peu près, hein, et donc qui est revenu avec l'idée des villes en transition, avec l'idée d'un renouveau communautaire, en effet, avec l'idée du troc,
etc., etc. Au moyen d'échange. Voilà. Mais ici, fondamentalement, surtout dans un pays, surtout dans les pays industrialisés, et les pays du Nord ont une démographie là, qui est, ou une densité de population qui est quand même assez difficile à gérer du point de vue de l'autosubsistance. Hein. Quand tout à l'heure je disais que la cité grecque n'avait probablement pas plus de 12 000 citoyens, j'avais deux références en tête. La première, c'est Aristote. Je crois qu'Aristote quantifie. Hein, et donc, ce qu'il dit, c'est qu'il y a deux contraintes différentes. D'une part, il faut un nombre minimum de citoyens pour autonomiser la communauté. D'autre part, il ne faut pas qu'il y en ait trop, parce qu'alors on ne peut plus les rassembler dans un lieu. Ça devient trop compliqué, pas possible. Et donc, si on va voir les derniers grands théâtres qui existent, il y en a un, Orange notamment, si je me souviens bien, je crois que c'est 12 000 spectateurs, ce qui veut dire qu'il y a une personne qui est sur la scène, qui explique son truc, et il y a 12 000 personnes qui entendent. Hein. Et donc, à partir du moment où la communauté est trop petite, si la communauté est trop petite, il n'y a pas d'autonomie. Si elle est trop grande, il n'est plus possible de faire vivre cet idéal de démocratie participative. Bon, alors, donc ici, on a un problème d'échelle, et ce problème d'échelle est particulièrement aigu, puisque il faut, si on veut cultiver, si on veut avoir des animaux, si on veut avoir un idéal d'autosubsistance, il faut de l'espace, quoi. Il faut de l'espace. Et avec à l'heure actuelle, là, ça me semble excessivement difficile, à moins, très localement, là, d'avoir des petites communautés, comme ça arrive, comme ça existe, hein, mais à l'échelle globale, c'est difficile. Maintenant, évidemment, la première chose à faire, évidemment, c'est d'arrêter de considérer que les pays industrialisés ou dits développés doivent constituer l'étalon de développement et l'étalon civilisationnel des autres pays, quoi. Quand à Madagascar ils disent écoutez, nous on n'a pas de problème avec votre nouveau virus, là on s'arrange voilà, mais il faut les laisser faire, évidemment, hein. Il faut libérer les gens du joug de l'idéologie du progrès, qui est quand même c'est quelque chose de très particulier, qui est tout à fait contemporain de la première révolution industrielle. Hein, c'est au même moment, non seulement on crée les machines, c'est-à-dire qu'on passe des outils à la machine, on pourrait définir à l'occasion, non seulement on crée des machines, mais on crée aussi un contexte culturel dans lequel il y a un vrai progrès technique qui est possible, et ce vrai progrès technique va occasionner un vrai progrès sociétal, et ce vrai progrès sociétal se nourrira et sera renforcé par un progrès individuel, quoi. C'est l'idéal des Lumières, c'est magnifique. Mais, en fait, c'est une question qu'on a déjà évoquée, hein, mais qui vaut la peine ça vaut la peine de la reprendre. On pourrait imaginer, dans le cadre de l'argument, on pourrait imaginer ce qu'on appelle une neutralité axiologique de la science, c'est-à-dire... il faut simplifier. Oui, mais j'y arrive. C'est-à-dire, la technoscience, là, serait moralement neutre. Hein, donc, le scientifique qui crée la bombe atomique, la bombe atomique, c'est ni bon ni mauvais, quoi. Il faut voir sur la tête de qui elle tombe. Ou on imagine n'importe quelle discussion, critère à ce propos, peu importe. Donc on peut imaginer qu'il y ait cette neutralité axiologique, que la technoscience elle-même soit neutre. Bon, mais dans les faits, elle ne l'a jamais été, puisqu'elle a toujours été pilotée
par les investisseurs. Ça commence, je dirais, en 1788 avec le travail de James Watt quand il invente le régulateur à boules et qu'il peaufine, il met la dernière main à la machine à vapeur. Je dirais que c'est 1788, je ne sais pas, dans ces eaux-là. Il le fait parce qu'il a trouvé un industriel qui pouvait lui donner des sous pour terminer ses travaux. Et l'industriel, il l'a fait parce qu'il s'est rendu compte, si je peux avoir une machine à vapeur pour travailler, pour faire tourner mes usines, alors que pour l'instant, je dépends de la force de l'eau avec les moulins à eau ou de la force du vent, c'est vraiment une bonne chose. Et donc, la technoscience, c'est-à-dire cet alliage entre l'idéal scientifique, il faudrait définir, je ne sais pas si on a le temps ou pas, l'idéal scientifique qui remonte au grec, évidemment, et la technique en tant qu'elle va pouvoir produire là des biens et des services, c'est la naissance du capitalisme, quoi. Pardon. Il y a toujours eu ce pilotage par le marché. Et alors, ce que je voulais dire, parce qu'on est en train, je parlais de la question du progrès, de la nature du progrès, est-ce qu'il y a un progrès ou pas de progrès, etc. On peut imaginer, pourquoi pas, toujours dans le cadre de l'argument, là, on peut imaginer qu'il y a eu en effet un progrès, pendant, là on est à 200, 300 ans de révolution industrielle, on peut imaginer en effet qu'il y a eu un progrès social, que la vie des gens ait été améliorée, etc. etc. Bon, admettons-le brièvement. Mais il faut regarder cette question, il faut contextualiser cette affirmation synchroniquement et diachroniquement. C'est-à-dire, au même moment, qu'est-ce qui se passait ? Il y avait les colonies, il y avait énormément de gens dont les territoires, dont les ressources étaient pillées, afin de faire vivre le premier monde. Premièrement, donc ça c'est synchroniquement, et diachroniquement, après 300 ans de révolution industrielle, la planète est à feu et à sang. Et donc, même s'il fallait admettre en effet que c'est chouette d'avoir l'eau et le gaz à tous les étages, une brosse à dents, un aspirateur, un truc, un machin, très bien, et que ça a amélioré la vie, très bien, mais ça a duré... donc c'est une durée limitée, valable pour une fraction de la population humaine, non seulement synchroniquement, là, si on regardait le désastre qu'a constitué toutes les formes de colonisation et de guerre, etc., mais aussi diachroniquement, puisque l'existence, la prospérité des générations futures est compromise. Mais je veux revenir, parce que un aspect très important, l'idée parce que là, si je comprends bien, c'est une question pour sortir de cette situation de perversion, une décentralisation, une vie plutôt dans une communauté. Et là, parce que cette interview, c'est un bon exemple, parce qu'on parle de technique, là, j'ai de la nouvelle technique avec moi. Et je gaspille moins de papier, on a des caméras, donc il y a tout un savoir technique, il y a une science derrière qui dépend du sens qu'on lui donne. Donc, bien sûr, il y a une certaine perversion, et si on voit la technique et toute cette technoscience dans un marché néolibéral et dans un concept de marché, ça aboutit à un résultat. Mais si on prend ces idées, cette science, et on les utilise dans un autre sens, par exemple dans la communauté, et là, je pense à toutes les sciences écologiques, la possibilité d'avoir Internet, de s'interconnecter à travers différents pays, qui est possible maintenant, et avec le savoir qu'on a, on peut utiliser cette technique et prendre ces idées et en profiter pour construire quelque chose de nouveau et quelque chose de plus humain et plus authentique aussi. Donc c'est un peu, j'ai une certaine ambivalence avec la technique, parce que d'un côté, je peux utiliser cette science qui peut être utilisée pour surveiller des personnes, pour lancer cette machinerie. D'un autre côté, je peux lui donner un autre sens et gaspiller moins de papier ou filmer cette interview pour le bien commun, par exemple. Voilà. Non. Mais fondamentalement, c'est un usage, me semble-t-il, subversif, entre guillemets, mais qui ne peut être que de l'ordre de la transition. Mais il peut être changé, c'est la grande question. Mais je veux dire, la tablette, les caméras, les machins, les trucs, ça fonctionne dans le cadre d'un dispositif de prédation globale de ressources et tout. Donc, fondamentalement, là, moi, je dirais qu'on peut l'utiliser, il est nécessaire de l'utiliser, il est difficile de ne pas l'utiliser
ici ponctuellement pour travailler avec les armes de l'ennemi, si on veut, mais sur le moyen et le long terme, il me semble que c'est pas du tout un espoir à nourrir. Maintenant, je peux attirer votre attention sur l'existence d'un roman d'Aldous Huxley qui est méconnu. Il s'intitule Island, il est publié en 1962, et c'est vraiment, il y a un effet miroir, il y a une dimension spéculaire entre le Brave New World, donc le meilleur des mondes de 1932, et Island de 62, donc qui est traduit par Île, sans doute, en 1962. Il s'agit du premier, respectivement, et du dernier roman de Huxley. Et Huxley pose très précisément cette question-là dans son dernier roman, c'est-à-dire, est-il possible de concevoir un autre pilote à la technoscience ? Donner un autre sens. Et ce qu'il propose, c'est comme s'il clôturait sa carrière avec une utopie à la place de la dystopie de ses débuts. Ce qu'il propose, c'est une mise en synergie de la technoscience avec une forme de tantrisme bouddhique. Et donc c'est une discussion qui est très intéressante et en tout cas qui permet de matérialiser cette idée en effet du meilleur des mondes, du meilleur des deux mondes, quoi, qui serait mise en synergie et qui permettrait d'obtenir un progrès véritable. Il faut lire le roman, c'est une discussion qui est très intéressante, surtout que quand je dis qu'il travaille de manière spéculaire, là, qu'il travaille en miroir, c'est parce qu'il reprend toute une série de concepts et toute une série de réalités dans les deux romans. Donc il y a la question de l'usage de l'hypnose, il y a la question de l'usage de drogue, entre guillemets, ou de substances psychotropes. Il y a la question de la manière dont on organise une société, qu'est-ce qui tisse les relations dans une société, etc., etc. Donc tout ça est présenté dans le cadre d'un récit qui, ma foi, est tout ce qu'il y a de plus lisible. Voilà. Mais fondamentalement, il est permis de douter parce que ben voilà, pour obtenir une tablette, il faut extraire énormément de ressources. Ouais, absolument. Absolument. Et donc, bon, alors là, je peux peut-être introduire le contraste là, que j'ai évoqué tout à l'heure entre machine et outil. Mm-hmm. Hein, le règne de la machine, je dirais que ça date de la première révolution industrielle, et la machine, on va la définir comme étant le dispositif auquel l'humain doit s'adapter, alors que l'outil est adapté à l'humain. Donc une pelle, une brouette, un vélo est adapté à l'humain. Une subordination. Mais c'est une idée d'adaptation, quoi. Donc, pour faire tourner une machine à vapeur, c'est l'humain qui doit apprendre quand est-ce que je charge le charbon ou le bois, qui doit s'introduire dans les interstices éventuellement pour aller réparer le truc. Alors qu'en fait, quand on utilise une truelle, une bêche, une brouette ou un vélo, ces outils sont adaptés à l'anatomie humaine, et donc donc là il n'y a pas d'aliénation, quoi. Il n'y a pas d'aliénation. Pour conduire une voiture, il y a toute une série il faut transformer, il faut adapter toute une série d'habitudes qui transforment, quoi, qui transforment les gens. Donc ça c'est plutôt un outil alors. Et non, c'est mélange. Tout à fait une machine. Hein. Machine. Tout à fait. Si j'utilise pour juste mettre des mots dessus, ça pourrait être un outil. On peut fignoler, hein. Mais fondamentalement, donc cette différence entre machine et outil, c'est une différence qui est explosive dans tous les sens du terme. À partir du moment où on prend en compte l'existence de l'intelligence artificielle et l'ouverture vers la robotique. Hein ? Et donc, là, la question qu'il faut vraiment se poser, c'est
c'est une vieille discussion, parce que c'est une discussion qui avait rebondi dernièrement à l'époque de l'esclavagisme, hein, et avant c'était les nobles avec les domestiques, etc., etc. À partir du moment où vous devez travailler avec des esclaves, avec des domestiques ou avec des robots, hein, vous devez apprendre le langage des robots, vous voulez comprendre les mécanismes au propre comme au figuré. Et donc, il y a une déshumanisation d'office. Une nouvelle relation qui subordonne l'humain à la machine, à travers le langage. Oui, okay. Déshumanisation. Et donc, cette question, si je me souviens bien, elle est soulevée très clairement par Georgiou, dans les années 40 quelque chose, donc dans un roman qui s'intitule La 25e heure, et qui est un roman qui est également très intéressant pour essayer de comprendre ce que c'est que la technique, indépendamment de la technologie, donc. Mais c'est un roman et un auteur qui n'est pas en odeur de sainteté, si je puis dire, pour la simple et bonne raison que dans ce roman, il met sur un pied d'égalité les camps de concentration allemands, les camps de concentration russes et les camps de concentration américains. Et donc, il a emmerdé tout le monde, et puis on n'a plus voulu entendre parler de lui, quoi. Hein. Mais sa discussion, d'abord, c'est un très beau roman, et ensuite, sa discussion de l'essence de la technique, si je puis dire, hein, c'est-à-dire, il montre très bien ce que ça veut dire de réduire un humain à certaines de ses caractéristiques, à un matricule, à une couleur de peau, à un poids, à ce qu'on veut, quoi. Ce qui est le contraire d'une vie authentique aussi. Tout à fait. Enfin, et ça, c'est la tendance de la technique, quoi. C'est comme ça que la technique fonctionne. Ça peut être une technique plus ou moins primitive, où on explique qualitativement comment gérer certaines situations, ou ça peut être une technique complètement quantitative, où on réduit une existence, un individu, une réalité, enfin quelle qu'elle soit, à des chiffres, à ce qui est mesurable. Hein. Et ça, c'est le propre de la science. Depuis Galilée, 1610, depuis l'âge classique, Galilée, Descartes, etc. D'abord, et puis Newton. Hein, ça a été vraiment c'est le premier retournement, c'est la première redéfinition de l'idéal scientifique qui, à la base, était complètement qualitatif, grec, hein, avec également une volonté de comprendre le réel par les causes, une volonté de spécifier ce qui est l'objectif, etc. Objectif, donc, ce qui n'est pas subjectif. Mais avec Galilée, avec la science du XVIIe siècle, il y a un retournement. Hein, et là, en fait, le terme, j'allais oublier de mentionner le terme principal. Le terme principal, c'est expérience. La science grecque fonctionne avec l'idée d'observation. On se balade dans la nature, on observe, on voit un peu les causes qu'on peut identifier et les conséquences qu'on peut déduire ou qu'on peut anticiper. Avec la science post-renaissante, quoi. C'est pas la Renaissance, c'est 2 siècles plus tard, c'est encore une autre question. On passe à l'expérience. Et donc, c'est le scientifique qui se met au centre du monde et qui questionne la nature. Hein, et la réponse qu'il attend, c'est une réponse qui va pouvoir être quantifiée. Pour en finir, je vois une possibilité, c'est la difficile à prononcer, désintoxication. Bravo. Désintoxication, voilà. Désintoxication, peut-être. Ouais, désintoxication. Quelque chose. Pour après, pour rester curieux, observer et se distancer peut-être de cette technique, même si j'ai une relation ambivalente, même si c'est difficile, c'est peut-être le premier pas pour sortir et pour créer une vie authentique alors. Bien sûr. Donc la désintoxication. Voilà. Désintoxification peut-être, mais je ne suis pas spécialiste, franchement. Hein. Peu importe. L'important, c'est de se comprendre. Hein. Donc la première chose à faire, évidemment, pour essayer de retomber sur ses pattes, c'est en effet de se réconcilier avec soi-même, de se réconcilier avec les autres, de se réconcilier avec le monde. Et ça demande un effort d'ancrage, de centration et
et un mouvement vers l'autre, quoi, et qui est malheureusement rendu excessivement difficile par le climat actuel où on a affaire quand même à beaucoup de gens qui sont terriblement inquiets. Et on peut les comprendre, voilà. Mais s'il n'est pas possible de faire communauté, de nouveau, de faire lien, comme on dit, il n'y a absolument rien qui va bouger, quoi. Il n'y a absolument rien qui va bouger. On va rester dans cette logique de la guerre des clones, et qui n'est pas satisfaisante, parce qu'à mon sens, évidemment qui n'est pas satisfaisante, mais je veux dire, ce que je voulais dire, c'était que chacun le pressent. Certains peuvent le nommer, certains peuvent mettre le doigt dessus, peuvent articuler tous les points que j'ai mentionnés, les 5 points de tout à l'heure, par exemple, avec la corruption de la crise et tout le bazar, et de la communication, et ainsi de suite. Mais c'est pressenti, me semble-t-il. Les gens comprennent qu'il y a que fondamentalement ça ne va pas, pour la simple et bonne raison que le discours qui est propagé par les créatures politiques, si je puis dire, endossé par les médias avec le soutien de certains scientifiques, c'est un discours qui ne correspond à rien dans la réalité. Si on se souvient, enfin justement on ne s'en souvient pas, si on rappelle l'existence, si on rappelle la crise l'épidémie de grippe de Hong Kong, je crois que c'est en 69. Si on lit les récits à ce propos, si je me souviens bien, l'expression qui est utilisée par les médecins et tout, c'est qu'ils empilaient ou ils entassaient les cadavres. Ils ne savaient plus où les mettre dans les hôpitaux. Les gens tombaient de partout et on n'en a jamais entendu parler. On n'en a jamais entendu parler. Ce qui veut donc bien dire que la crise, là, a été complètement désamorcée par le fait que la volonté du politique, c'était simplement de ne pas en parler. Voilà. Donc, il y a une vraie crise. Qu'est-ce qu'on fait ? On n'en parle pas. Bon, alors ici, il y a une fausse crise, je suis désolé de le rappeler, c'est pas une crise sanitaire, c'est une crise politique, et du coup, évidemment, il faut en parler, il faut la créer, il faut l'étoffer. Très bien. Mais c'est une crise qui n'existe qu'en 2 dimensions sur les écrans. Lorsqu'on entend des récits de gens qui travaillent à droite, à gauche, de décès de malades, etc., ce sont des récits d'épidémies grippales, ce sont des récits de décès de personnes qui souffraient de comorbidités, ce sont des récits de médecins ou de personnel soignant qui ont été eux-mêmes terrorisés par le discours gouvernemental. C'est assez saisissant de devoir le dire, mais de fait, une des premières victimes de cette guerre sémantique, ça a été le personnel soignant, à qui on a annoncé une apocalypse. Avec toujours, rappelez-vous ce que je disais par rapport à l'épisode là, de Wuhan, avec toujours cette indétermination quant à la nature exacte de la menace telle qu'elle s'est manifestée pour la première fois en Chine, dans un contexte de guerre commerciale, etc., etc. On ne va pas spéculer là-dessus. Donc il y a tout ça pour dire que on est confronté à la construction médiatique d'une réalité qui ne correspond pas à ce qu'on vit. On n'enjambe pas les cadavres dans la rue. Il n'y a pas des cadavres de rats comme dans La Peste de Camus, là, à tous les étages. C'est une réalité qui est complètement impalpable. Et les ficelles qui sont utilisées pour manipuler les gens, c'est plus des ficelles, c'est des câbles, elles sont d'une grosseur, c'est des très très grosses ficelles. Et alors là, il faut savoir, il faut se rendre compte, il faut vraiment essayer de métaboliser le fait que au plus gros sont les mensonges, au plus grosses sont les ficelles, eh bien au plus efficace sera la manipulation. Parce que à ce moment-là, c'est la victime elle-même, c'est la victime, le sujet lui-même, qui doit faire le travail sur lui-même de métabolisation et d'acceptation d'un truc parfaitement absurde. Si c'était des petites subtilités qui sont somme toute plus ou moins rationnelles ou raisonnables à entendre,
Si le mensonge était moins gros, ce serait beaucoup moins efficace. Donc pour reprendre, il faut une désintoxication. Merci beaucoup pour cette interview, M. Weber. Avec plaisir. Bonne continuation. Je m'appelle Sean Henschel et à la prochaine.